Une veuve apache trouve refuge auprès d'un éleveur solitaire et enflamme son cœur. Une brume légère flottait au-dessus du plateau de la ferme isolée de Pierre Dubois, enveloppant les prairies d'un voile argenté. À l'orée des arbres, une carriole grinçait en s'annonçant, soulevant un nuage de poussière fine. À l'intérieur, Naochi, une veuve apache d'une beauté saisissante, contemplait le paysage français avec des yeux empreints de mélancolie. Sa longue chevelure sombre, retenue par un simple ruban tressé, caressait ses épaules tandis qu'elle quittait la sécurité relative de la carriole. Si vous aimez des histoires aussi émouvantes, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Cliquez sur s'abonner et partagez pour faire rayonner l'espoir. Pierre, un éleveur taciturne aux traits burinés par des années de solitude, aperçut cette silhouette délicate qu'il n'aurait jamais imaginé transpercer l'isolement de sa terre. Il s'approcha, hésitant. L'inconnue offrait un contraste saisissant avec la rudesse de la campagne. Elle posa ses pieds délicats sur la terre humide, s'inclinant légèrement en signe de respect avant de lever les yeux vers lui. « Monsieur Dubois » osa-t-elle d'une voix douce, portant l'accent des plaines arides d'Amérique. Pierre acquiesça d'un signe de tête, la gorge nouée par l'émotion qu'il peinait à identifier. « Je viens demander refuge », poursuivit Naochi, le regard franc et implorant. Le temps sembla suspendu, le crépitement lointain d'un vieux puits, le chant discret des oiseaux matinaux, tout s'effaça devant la présence enchanteresse de la veuve apache. Pierre sentit son cœur se serrer, comme si une étincelle inattendue s'allumait dans sa poitrine. Il s'inclina à son tour. « Entrez, madame, vous êtes la bienvenue ici. » Dans le silence solennel du petit domaine français, deux âmes solitaires venaient de se rencontrer, prêtes à écrire une page nouvelle de destin et d'espoir. La fermière, tante Louise, apparut sur le seuil de la grange, un panier de pain frais à la main. Elle observa Naochi avec curiosité, mais son visage s'adoucit lorsqu'elle aperçut la tristesse dans les yeux de la nouvelle venue. « Voilà du pain et du fromage, ma chère. Vous devez avoir faim après ce long voyage, » dit-elle en souriant. Naochi s'inclina poliment et reçut le panier, sentant la chaleur humaine percer sa carapace de douleur. Tandis que le soleil timidement perçait la brume, Naochi suivit tante Louise vers la ferme. Chaque pas sur le vieux sentier révélait des champs de blé ondulants sous la brise. Les collines baignées d'une lumière dorée offraient un contraste poétique avec la vie aride qu'elle avait quittée. Pierre guida Naochi à la maisonnette, un logis simple aux murs de pierre claire. Dans la chambre, un lit à baldaquin modeste, drap soyeux et une fenêtre donnant sur les collines. Elle toucha le bois poli, étonnée par la chaleur et la sérénité qui se dégagèrent de ce lieu. Un frisson la traversa lorsqu'elle entendit, au loin, les cloches de l'église du village annoncer le midi. L'écho doux se mêlait aux chants d'oiseaux, rappelant la vie qu'elle avait connue autrefois. Assise près du lit, elle inspira profondément, prête à affronter l'avenir. Dès les premières heures de l'après-midi, Pierre conduisit Naochi hors de la maisonnette vers la cour centrale de la ferme. Le soleil d'été, désormais haut dans le ciel, chauffait les dalles de pierre, tandis que la chaleur faisait miroiter l'air au-dessus des rangées de barils de lait. Tante Louise s'attarda un instant près de la porte en bois, offrant un regard protecteur à la veuve apache. Sur le chemin de la grange, quelques ouvriers relevèrent la tête de leurs tâches laborieuses. Nettoyer les mangeoires, rassembler les brebis égarées et fendre du bois pour l'hiver à venir. Leur visage exprimait une curiosité mêlée d'inquiétude. Naochi, vêtue d'une robe simple couleur de terre et coiffée d'un ruban rouge, paraissait irréelle au milieu des visages burinés par le travail des champs. « Madame » commença timidement Jean, l'un des bergers, quand Pierre lui fit un geste de la main pour qu'il se calme. « Elle reste avec nous » déclara Pierre, le ton ferme et protecteur. Jean acquiesça, même si ses yeux trahissaient son étonnement. Dans la grange, l'odeur mêlée de paille fraîche et de foin sec emplit les narines de Naochi. Elle observa les chevaux attelés, les vaches paisibles et les caisses de fromage en affinage. Tante Louise lui présenta le silence ancien de ce lieu, ponctué seulement par le hennissement lointain d'un cheval et le cliquetis métallique des bassins à eau. Pour briser la glace, Pierre indiqua une niche vide près de la grande porte. « Vous y passerez la nuit. Je vous montrerai demain comment nourrir les bêtes. » Naochi inclina la tête, reconnaissante, et posa son panier de pain près d'un seau d'eau fraîche. Aux abords de la ferme, le murmure de la rumeur villageoise se propageait. Une étrangère venue de contrées lointaines,
une veuve aux traits si fins qu'on aurait cru une apparition. Certains paysans, peu habitués aux étrangers, chuchotaient « sorcière » ou « fée noire », tandis que d'autres, plus curieux, pressentaient un espoir de renouveau. Plus loin, la cloche de l'école annonçait la fin des cours. Des enfants en haillons, paniers à la main, traversèrent le domaine pour rapporter du lait à leur famille. Naoshi, touché par leur innocence, leur adressa un sourire doux, un geste simple qui fit taire momentanément les médisances. Alors que l'après-midi avançait, Naoshi effleura du bout des doigts la lourde porte de chêne, ressentant la solidité et la permanence de ce foyer inattendu. Elle comprit que, malgré la méfiance ambiante, un sentiment naissant de simplicité et de protection se tissait autour d'elle. Le crépuscule approchant, Pierre la guida vers la petite table de bois installée sous un auvent. Tante Louise disposa un ragoût de légumes locaux et une miche encore chaude. Naoshi, ému par cette hospitalité, porta à ses lèvres une première bouchée, la saveur du potiron et des herbes sauvages la ramenant à ses racines. Dans ce silence partagé, les barrières semblaient en se dissoudre peu à peu. Une veuve apache et un éleveur solitaire, réunis par le hasard des routes et le besoin mutuel de chaleur humaine, allaient tisser ensemble les fils d'un destin commun. Lorsque la cloche de l'église sonna les vêpres, Naoshi et Pierre quittèrent la ferme pour rejoindre la place du village où se tenait la petite fête annuelle. Des lampions colorés étaient tendus entre les maisons à colombages, et des stands proposèrent du cidre, des tartes aux pommes et des gaufres chaudes. Les enfants couraient en riant autour de la fontaine centrale, tandis que quelques vieillards jouaient aux cartes sous un ancien tilleul. Naoshi sentit son cœur battre plus vite. On la désignait du doigt, certains la contemplaient comme une curiosité, d'autres chuchotaient derrière leurs mains. Pierre resta à ses côtés, son bras posé avec assurance sur son épaule délicate. Elle se sentit à la fois protégée et vulnérable, tiraillée entre la fierté de ses racines et la crainte de ne jamais être acceptée. Au détour d'une allée, elle croisa le regard d'Élise, la fille du boulanger, qui encaissait les pièces sonnantes pour un pain aux épices. Élise, d'un naturel serviable, s'inclina en souriant, offrant une miche à Naoshi. « Goûtez, c'est de la recette de ma grand-mère », dit-elle, la voix claire. La chaleur de ce geste tua un instant les rumeurs d'hostilité, et Naoshi accepta la miche avec gratitude, découvrant la douceur du gingembre et de la cannelle. Plus loin, un groupe de musiciens entama une valse lente. Pierre tendit la main à Naoshi. « Je voudrais danser avec vous », murmura-t-il. Hésitante, elle posa sa main dans la sienne. Leurs pas maladroits devinrent bientôt plus sûrs, et la valse, entourée des regards émerveillés des villageois, scella un premier instant d'intimité. Mais un rire puissant interrompit la musique. Guillaume, le forgeron, s'approcha avec une chope à la main goguenard. « Vous pensez vraiment pouvoir danser ici, étrangère ?» Pierre se redressa, le regard dur. « Elle est notre invitée. » Sous la lueur vacillante des lanternes, la tension monta. Naoshi, le menton relevé, soutint le regard de Guillaume sans trembler. Ses yeux sombres brillaient d'une détermination nouvelle. La musique reprit, plus entraînante. Des couples se formèrent pour le quadrille, et Élise entraîna Naoshi dans la ronde, répétant patiemment chaque pas. Peu à peu, les moqueries s'estompèrent, remplacées par l'intérêt jaunissant d'un public conquis par la grâce de la veuve apache. À la tombée de la nuit, une grande guirlande de lanternes forma un arc de cercle au-dessus de la fontaine, projetant des reflets dorés sur les pavés. Naoshi, épuisée mais radieuse, se laissa entraîner vers la table de dégustation où tante Louise l'attendait, un grand sourire aux lèvres. Pierre, à ses côtés, lui offrit un verre de cidre pétillant. Dans ce doux crépitement d'amitié nouvelle, Naoshi comprit que, malgré les défis, un lien solide se tissait entre elle et cette terre d'accueil. Les premiers jalons d'un amour naissant furent posés, sous le regard attentif des villageois désormais éblouis par sa beauté et sa grâce. Les jours suivants, la routine s'installa. Naoshi apprenait à traire les vaches et à ramasser les œufs, son sourire délicat éclairant la ferme. Pierre l'observait parfois de loin, le regard rempli d'une fierté timide. Ils partageaient des moments simples, le pain croustillant au petit déjeuner, la cueillette des herbes sauvages près de la rivière et des discussions silencieuses dans le champ de lavande où l'air sentait bon la résine. Pourtant, l'harmonie tranquille fut bientôt ébranlée. Une ombre grandissait dans le cœur de certains villageois. Le vieux capitaine Martin, un ancien militaire patriote, trouva inacceptable qu'une étrangère
tiennent un rôle si important près de la ferme. Dans le bistrot, il soufflait à l'oreille du maire. « Cette femme n'est pas à sa place ici. Bientôt, elle réclamera plus qu'un toit et 2 repas. » Le maire, un homme soucieux de ne pas créer de scandale, acquiesça avec prudence. « Nous devons faire attention à la cohésion du village. » Un soir, alors que le vent d'été apportait des effluves de foin coupé, Pierre et Naoshi retrouvaient le clair de lune au bord de l'étang. Tandis qu'elles caressaient la surface de l'eau, un bruissement les alerta. Des silhouettes s'avançaient, silhouettes viriles éclairées par la pâle lueur nocturne. Le capitaine Martin en tête, suivi de 2 paysans armés de fourches improvisées. « Vous devez partir avant l'aube, Apache !» tonna Martin, la voix caverneuse. Le cœur de Naoshi se serra, mais elle resta digne. Pierre se plaça devant elle, les poings serrés. « Ici, elle est protégée. Je ne laisserai personne lui nuire. » Un rire rauque éclata tandis que les paysans levaient à leurs fourches. L'air devint électrique. Naoshi, sans peur, s'avança. « Je n'ai rien fait de mal. Je veux seulement vivre en paix. » Le capitaine cracha par terre. « Vos lois ne valent pas les nôtres. » Pierre, d'un geste rapide, attrapa une lanterne et l'illumina, révélant la détermination farouche dans les yeux de Naoshi. Son visage semblait sculpté dans la pierre, empreint de fierté et de défi. Le capitaine s'arrêta, ébranlé. Un silence glacial tomba sur le petit groupe. Les autres paysans baissèrent les fourches, hésitant face à ce duo improbable. « Assez !» siffla Pierre. « Monsieur Martin, vous franchissez une limite. » Le vieux militaire humilié tourna les talons. Les autres le suivirent, le pas ralenti, tandis que Naoshi inspirait profondément, libérant l'émotion retenue. Quand les ombres se dissipèrent, Pierre serra Naoshi dans ses bras. Elle sentit la chaleur rassurante de son étreinte. « Merci de me défendre. » Les étoiles scintillaient doucement au-dessus de l'étang, comme pour bénir leur union naissante. Pierre releva la tête et murmura « Vous n'êtes pas seul ici. Je bâtirai un avenir où personne n'osera vous chasser. » Naoshi leva ses yeux brillants vers lui, la gratitude et l'amour mêlés dans son regard. Elle posa la main sur sa joue rugueuse et ajouta « Je veux rester, Pierre. Cette terre me rappelle parfois les prairies de ma tribu, lorsque le vent chantait entre les canyons. » Un souffle d'espoir traversa la nuit. Ils restèrent là, enlacés, écoutant le murmure de l'eau et le chant lointain d'une chouette. Demain, de nouveaux défis les attendraient. Mais à cet instant, ils savaient qu'ensemble, ils pourraient surmonter toutes les tempêtes. Les premières lueurs de l'aube apportèrent un souffle chaud qui agitait les hautes herbes du champ de blé. Naoshi se tenait près de la fenêtre de la maisonnette, observant le ciel s'empourprer. Pierre, pressentant un changement de climat, tendit à la veuve Apache une écharpe légère offerte par tante Louise. Ils échangèrent un regard complice avant de quitter la demeure et de rejoindre la cour. Peu à peu, le vent se fit plus intense, soulevant des tourbillons de poussière dorée qui dansaient au-dessus du sol craquelé. Les moutons regimbèrent, cherchant la protection du hangar, et les poules s'enfuirent en caquetant vers le poulailler. Naoshi, guidé par son instinct de nomade des plaines, se posta à côté de Pierre et aida à attacher les planches de la grange. Tante Louise, quant à elle, fermait les volets de la maison de Pierre pour éviter l'intrusion du sable. Alors que la tempête se déchaînait, un craquement sinistre retentit. Une vieille poutre menaçait de céder. Sans hésiter, Pierre agrippa Naoshi par la main et la fit reculer. Un fracas assourdissant accompagna la chute du support de bois. Naoshi sentit son cœur bondir, mais elle ne montra aucune faiblesse. À ses côtés, Pierre inspecta la chute, la mâchoire serrée, avant de libérer un soupir de soulagement en constatant que personne n'avait été blessé. Le vent mordant s'engouffrait maintenant sous le toit de tuiles, rendant chaque respiration difficile. Pour protéger Naoshi, Pierre la couvrit de son manteau épais et la conduisit dans la grange. Là, l'obscurité régnait, les odeurs de foin mélangées à celles d'huile de lanterne. Les 2 âmes se serrèrent l'une contre l'autre, ressentant toute la force de la nature déchaînée. « Nous devons renforcer les murs après la tempête », dit Pierre, la voix grave. Naoshi acquiesça et, d'un geste tendre, posa sa main sur sa joue. « Ensemble, rien ne nous abaissera », murmura-t-elle. Lorsqu'enfin la tempête faiblit, un silence de plomb s'abattit sur la ferme. Un voile de poussière recouvrait tout, transformant les lieux en paysages surnaturels. Le soleil, voilé, projetait une lueur blafarde sur les ruines temporaires. Pierre sortit en premier, suivi de Naoshi, et entreprit de dégager les débris.
Chaque brique déplacée, chaque latte remplacée, était l'occasion de renforcer leur complicité. Une fois les débris évacués, tante Louise sortit un large chaudron de soupe aux légumes, réchauffé au feu de bois. Autour de la table bancale, 3 générations se réunirent. L'aïeul, le corps tremblant mais l'œil pétillant de fierté. Les enfants, les joues noircies par la poussière, écoutant avidement les récits de Naochi sur les orages des plaines, où le ciel se déchirait sous des trombes de sable incandescentes. Pierre, les sourcils froncés par la fatigue, afficha un sourire apaisé en voyant sa compagne partager un instant d'espoir avec toute la famille. À la fin du repas, la nuit commençait à tomber. Naochi et Pierre, encore couverts de suie et de poussière, se regardèrent, un sourire épuisé mais sincère aux lèvres. Ils comprirent, dans cette épreuve, que leur amour naissant était aussi résistant que la pierre de la maisonnette. Ils se tinrent la main, déterminés à bâtir un avenir solide, pierre après pierre, tempête après épreuve. À la tombée de la soirée, la lune pleine inondait la cour de la ferme d'une lumière argentée. Naochi, assise sur un vieux tonneau, lavait lentement la poussière mêlée de suie de ses mains fines. Pierre, encore en habit de travail, l'observait en silence, fasciné par la grâce de ses gestes et la profondeur de son regard. Tante Louise approcha, brandissant une vieille lettre au cachet étranger. « Cette missive est arrivée ce matin pour vous, Naochi. » Le cœur de la veuve Apache se serra. Elle reconnut l'écriture familière de sa sœur aînée, restée auprès du clan en Arizona. Elle déplia le parchemin avec précaution, les yeux brillants d'émotion. « Ma chère sœur, la tribu endure des temps troubles. Notre héritage, nos ancêtres nous regardent. Nous avons besoin de toi pour guider nos cérémonies sacrées. Avec tout mon amour, Tala. » Un silence gravé d'émotion s'abattit. Naochi releva la tête, la voix tremblante. « Ma sœur a besoin de moi. Mon devoir m'appelle. » Pierre sentit son cœur se serrer, redoutant l'éloignement. Il prit une profonde inspiration, essayant de dissimuler sa peur. « Quand partiras-tu » Elle chercha ses mots, déchirés. « Je ne sais pas. Peut-être dans une semaine. » Leurs regards étincelèrent d'une vérité muette. Pierre se rapprocha, posa une main sur son épaule. « Je comprends ton devoir, mais tu n'es pas seul ici. » Naochi baissa les yeux, la décision pesant dans son âme. « J'aimerais que tu viennes avec moi, Pierre, que nous allions ensemble honorer mes ancêtres. » Un frisson d'inquiétude traversa l'éleveur solitaire, partagé entre son amour et son attachement à la terre française. « Tes traditions sont nobles, mais la violence et la guerre guettent ton clan. Je ne veux pas te perdre. » Naochi effleura sa joue, rassurante. « Reste ici si ton cœur l'exige, je reviendrai. » Le vent nocturne fit bruisser les feuilles des arbres alentours, comme pour souligner le dilemme qui les hantait. Pierre, la voix rauque, murmura « Si tu partais, chaque fleur, chaque oiseau ici me rappellerait ton absence. » Naochi le prit dans ses bras, appuyant son front contre le sien. « Ni la distance ni le temps ne pourront briser ce que nous avons tissé. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous la lune, 2 cultures unies par un amour naissant et par l'épreuve inévitable de la séparation. Leur souffle synchronisé rythmait la nuit, tandis qu'à l'horizon, les premières étoiles s'effaçaient devant l'aube naissante. Le matin de la Saint-Jean, la petite église du village résonnait du tintement des cloches célébrant le solstice d'été. Des guirlandes de feuillages et de fleurs sauvages ornèrent les portes, tandis qu'un parfum de bois brûlé flottait déjà dans l'air, annonçant le bûcher traditionnel. Naochi, vêtu d'une robe légère aux nuances de pourpre, inspirée des étoffes de son peuple, descendit la colline aux côtés de Pierre, son regard empreint d'une curiosité joyeuse. Sur la place, les villageois s'activaient. On dressait une large estrade pour les musiciens. On disposait des corbeilles de roses et de genêts le long des bancs de bois, et des enfants gravaient des symboles solaires dans le sable fin. L'été pétillait dans les éclats de rire et les voix qui s'élevaient en chansons. Naochi, émerveillé, effleura la main de Pierre. « C'est différent, mais je sens ici la même vénération pour le feu et la lumière que dans nos cérémonies à l'aube. » Pierre acquiesça, un sourire éclairant ses traits burinés. Au centre, un grand bûcher avait été préparé, un assemblage de troncs et de branches décorés de rubans bleus et blancs. Le maire, vêtu de son écharpe tricolore, invita chacun à déposer une offrande. Une fleur, un rameau, un petit objet symbolique. Naochi s'avança, hésitante, avant d'y glisser un bracelet tressé, souvenir de sa sœur Tala. Sous les applaudissements respectueux,
Elle sentit une vague d'appartenance la traverser. La cérémonie débuta avec un chant ancien repris en chœur. « Ô flammes sacrées, éclaire nos vies ». Les voix rauques du chœur villageois portèrent la chaleur du rite jusqu'au ciel matinal. Immergé dans cette tradition, Naoshi entonna quelques mots dans sa langue natale, la voix claire créant un pont entre deux mondes. Les villageois assistèrent, émus, à cette fusion de coutumes, certains essuyant discrètement une larme. Lorsque le moment vint d'allumer le bûcher, Pierre, honoré, reçut la torche sacrée. Il s'approcha de la montagne de bois, posa la flamme contre les rubans et redressa la torche, illuminant le cœur de Naoshi d'une lumière dorée. Un craquement sonore s'échappa, alors que les flammes s'élevèrent, dessinant des arabesques incandescentes dans le ciel azur. La chaleur de l'embrasement fit grésiller les atmosphères, tandis qu'une danse improvisée se forma autour du feu. Pierre entraîna Naoshi, leurs pas s'harmonisant dans un mouvement simple et puissant. Autour d'eux, le spectacle prenait des airs de transe, et les éclats de flammes reflétés dans les yeux de la veuve Apache la rendaient encore plus éblouissante. Plus tard, alors que la foule s'éparpillait en rires et en discussions, Naoshi et Pierre restèrent un instant seuls près des cendres chaudes. Ils observèrent les braises s'éteindre lentement, témoins de la fin d'un rituel et du début d'une nouvelle ère pour eux deux. Naoshi, la voix douce, confia « Je n'aurais jamais imaginé trouver ici, si loin de mes terres natales, un accueil aussi sincère. » Pierre prit sa main, le regard déterminé. « Ici, tu es chez toi. Nous créerons nos propres traditions, mêlant la lumière de la France et la flamme de ton peuple. » Le soleil, haut désormais, baignait la vallée d'une clarté bienveillante. Ensemble, ils marchèrent vers la ferme, le cœur léger, conscients que leur amour, tel ce bûcher, avait été ravivé par la fusion de deux cultures. Le lendemain, un convoi de charrettes bariolées se présenta à l'entrée de la ferme. C'était le marché itinérant, véritable foire ambulante où s'échangeaient épices exotiques, étoffes colorées et objets venus d'Orient. Les marchands, hétéroclites assemblés de voyageurs, déployèrent leurs étals sous le soleil timide de la matinée. Naoshi, curieuse, suivit Pierre, jusqu'à la grande aire improvisée au bord du champ de trèfle. Les jupes de soie chatoyantes, les fioles de parfum poivré et les tapis brodés offraient un décor presque irréel. Tante Louise vint les rejoindre, un panier à la main. « Venez goûter ces fruits séchés que la caravane a rapportés. Ils ont une douceur particulière. » Naoshi croqua dans une tranche de date, découvrant un goût sucré mêlé de notes acidulées. Ses yeux s'illuminèrent, révélant un émerveillement que la ferme ne lui permettait pas. Pierre observa la scène, amusé de voir la veuve Apache s'égayer parmi ses étals hauts en couleur. Il se sentit d'autant plus fier de lui offrir cette découverte. Pourtant, au milieu de la liesse, une silhouette familière attira son regard. Le capitaine Martin, avancé vers les tentes, marchait d'un pas déterminé. « Il n'aura de cesse de la voir partir », murmura Pierre, la mâchoire serrée. Naoshi, les mains posées sur le panier, hocha la tête. « Chaque lieu, chaque visage me rappelle que je suis étrangère. » Pierre posa sa main sur son épaule. « Ici, tu as des amis. Ne les oublie pas. » Le capitaine Martin s'arrêta devant un marchand de bijoux, examinant un bracelet de verre coloré. Naoshi le reconnut aussitôt. C'était un ancien soldat français, fermement opposé à sa présence. Sans réfléchir, elle s'avança vers lui, le cœur battant, tandis que les villageois se taisaient, intrigués de ce face-à-face. « Monsieur Martin, » dit-elle d'une voix calme, « si vous avez des reproches, parlez-les-moi plutôt qu'en mon absence. » Le vieil officier, surpris de cette audace, se raidit. Son regard glacial se posa sur Pierre, puis sur Naoshi. « Vous ne valez rien ici. » À ces mots, Naoshi sentit la colère monter, mais se tint droite comme un roseau. « Peut-être, » répliqua-t-elle, « mais je suis venue en paix, et je resterai tant que vous le permettrez. » Un silence pesant tomba. Pierre, la respiration contenue, s'avança lentement. « Assez, Martin. Laissez-la choisir son chemin. » L'officier tourna les talons, défié. Les marchands, intrigués, reprirent leurs affaires, tandis que la foule murmurait des encouragements discrets à l'égard de Naoshi. Pour apaiser les tensions, tante Louise offrit un morceau de fromage affiné, interrompant la dispute avec douceur. Naoshi accepta, un sourire discret aux lèvres, tandis que Pierre la rejoignait, lui prenant la main. Ensemble, ils continuèrent de déambuler entre les étals, décidés à profiter de cette journée d'échange. En fin d'après-midi, les charrettes se préparèrent à repartir vers le prochain bourg.
Les marchands saluèrent la ferme, et certains offrirent un bracelet de cuivre gravé de symboles solaires à Naochi, hommage à ses origines. Elle en accrocha un au poignet de Pierre en signe d'amitié et de reconnaissance. À la lisière du champ, alors que le soleil déclinait, Naoshi s'arrêta et contempla l'horizon. Chaque rencontre me rapproche davantage de ce lieu et de vous. Pierre, ému, la serra contre lui. Vous appartenez à mon cœur, ici et ailleurs. Les dernières lueurs du jour teintèrent le ciel de pourpre et d'or, promettant un lendemain où, malgré les ombres du passé, l'amour et l'espoir seraient les guides d'un nouveau chemin. L'aube venait à peine de se lever lorsque Naochi quitta la maisonnette pour rejoindre la cour pavée, où Pierre préparait déjà l'attelage. Les rayons pâles du soleil matinal filtraient à travers les nuages bas, dessinant des ombres mouvantes sur les pierres humides. Dans le silence encore endormi, le cliquetis des harnais et le doux hennissement d'un cheval rompèrent la quiétude. Pierre s'approcha d'elle, tenant les rênes d'une monture solide. « Je dois me rendre au marché de Saint-Rémy pour vendre la laine. Venez-vous » Naoshi hésita un instant, puis hocha la tête. « J'aimerais découvrir le bourg, mais je crains la rumeur. » Un sourire rassurant fendit le visage buriné de l'éleveur. « À deux, nous serons plus forts. » Ils s'éloignèrent ensemble, traversant les champs encore couverts de rosée. Les coqs chantaient derrière les granges, et les premiers paysans sortaient déjà du sommeil pour s'affairer aux semailles. Sur le chemin de terre, le murmure de leur passage se propagea. Une femme apache marchant aux côtés du taciturne Pierre Dubois. Certains laboureurs s'arrêtèrent pour les contempler, échangeant des regards partagés entre curiosité et défi. Au croisement d'un vieux puits, un charpentier vêtu de toile grise se posta, s'appuyant sur sa hache. Il avait un air farouche. Autrefois, il avait vu Naochi danser à la fête, et sa jalousie s'était transformée en ressentiment. Lorsque la vision de la veuve apache lui revint, ses traits se durcirent. Il croisa les bras et dévisagea Naoshi. « Encore vous, l'étrangère !» Pierre ralentit le pas. « Laissez-nous passer, Étienne. » Le charpentier ricana. « Vous ne méritez pas la protection de ce paysan, apache. Restez chez vous. » Naochi serra les mains sur le guidon de la charrette et répondit « Calme. Je n'ai demandé qu'une chose, vivre en paix. » Étienne, humilié par la dignité de la jeune femme, contint un juron. Il cracha par terre et s'avança, menaçant de brandir sa hache. Le cheval piaffa, sentant le danger. Pierre, la voix ferme, défia l'homme. « Assez, reculez avant que je doive agir. » Le charpentier vacilla, ébranlé par l'autorité tranquille de Pierre et le regard perçant de Naochi. Un silence tendu s'installa. Les bruits de la campagne reprirent, timides, comme pour observer l'issue de cet affrontement. Finalement, Étienne recula d'un pas et tourna la tête, le rouge lui montant aux joues. « Va-t'en alors !» Il s'éloigna, le souffle court, laissant derrière lui une atmosphère apaisée. Naochi sentit son cœur battre à tout rompre. Pierre posa une main sur sa hanche et murmura « Vous avez été merveilleuse !» Elle baissa les yeux, rougissante, puis releva la tête. « Je ne suis pas seul. » Ils reprirent leur route vers Saint-Rémy, traversant la campagne paisible. La chaleur montait, et l'air embaumait la fleur de tilleul. Arrivés au bourg, la vie s'éveillait réellement. Marchands criaient leurs étals, enfants jetaient des cailloux dans la fontaine, et le son d'un violon égaré flottait depuis une fenêtre ouverte. Assis sur un banc de pierre, Pierre et Naochi dégustèrent un pain frais acheté à l'étal voisin. Autour d'eux, la foule défilait, certains lançant des regards complices, d'autres feignant l'indifférence. Dans ces instants simples, ils comprirent que leur amour, forgé dans l'adversité, était désormais visible à tous. Aux premières lueurs du matin, un corbeau croassa depuis la lisière de la forêt voisine, où les chênes centenaires formaient un mur de verdure mystérieuse. Naochi, éveillée par ce cri, se redressa dans la maisonnette. Elle contempla Pierre qui préparait déjà son petit déjeuner, un porridge chaud garni de miel et quelques baies sauvages. Il lui offrit une tasse fumante qu'elle saisit avec gratitude. « J'ai rêvé de la forêt cette nuit », avoua-t-elle, la voix douce. Pierre posa son bol et l'écouta attentif. « Tes rêves sont-ils un présage ?» Naochi hocha la tête. « Les anciens disent que l'esprit des bois m'appelle. Il y a là-bas un sanctuaire secret où l'on puise la force. Je sens que je dois y aller. » Pierre fronça les sourcils, partagé entre la crainte de la voir s'éloigner et le respect de ses traditions. « Quand souhaites-tu partir ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant, le regard tourné vers l'horizon embrumé. « Cet après-midi, lorsque le soleil sera haut. » La matinée s'écoula dans une agitation douce.
Tante Louise leur concocta des provisions, du pain frais, du fromage de chèvre et des fruits secs. Avant de partir, Naochi revêtit un manteau tressé aux liserés rouges, rappelant les tissus de son peuple. Pierre l'aida à ajuster la ceinture, son geste tremblant trahissant l'émotion. Ils quittèrent la ferme et s'enfoncèrent dans les sous-bois parfumés. Au début, le chemin était balisé par de vieilles bornes de pierre, vestiges d'un temps ancien. Bientôt, seules les herbes hautes et les fougères bordèrent leur sentier, tandis que les troncs s'entremêlaient comme pour former un passage sacré. Des rayons de lumière filtraient à travers le feuillage, dessinant des motifs mouvants sur le sol. Au détour d'un bosquet, ils découvrirent un affleurement rocheux orné de gravures rupestres, cerfs stylisés, symboles solaires et figures d'ancêtres. Naochi posa la main sur les gravures, fermant les yeux et murmurant une prière en apache. Pierre, respectueux, resta en retrait, ses doigts serrés autour d'un bâton noueux qu'il avait trouvé en chemin. Soudain, un frémissement parcourut les fougères. Un cerf majestueux apparut, sa robe tachetée de lumière. Il s'arrêta à quelques pas, observant le couple d'un œil calme. Naochi, le souffle coupé, s'approcha lentement, tandis que Pierre retenait son élan, craignant de briser la magie du moment. Le cerf inclina la tête, comme pour bénir leur démarche, puis se détourna et disparut dans la pénombre sylvestre. Ému, Naochi posa une main sur l'épaule de Pierre. « C'est un signe. Les esprits approuvent de notre union. » Il glissa son bras autour de sa taille et répondit, la voix vibrante. « Partout où tu iras, je te suivrai. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que le bruissement des feuilles et les chants lointains des oiseaux les enveloppaient d'une paix sacrée. Dans ce sanctuaire secret, d'où jaillissait l'énergie ancestrale, leur amour se renforça, prêt à affronter les épreuves à venir. L'air du matin était plus frais désormais, et la brume se levait tardivement sur les collines avant de laisser place aux premières lueurs du soleil. Naochi ajusta son châle de laine, tandis que Pierre disposait des ballots de laine tondus dans l'appentis, préparant la ferme aux rigueurs à venir. À l'horizon, les arbres commençaient à jaunir, signe que l'automne cédait son règne à l'hiver prochain. Tante Louise passa la tête par la porte, un visage préoccupé. « Les nuits sont déjà glaciales. Il va falloir couper du bois en urgence. » Pierre hocha la tête et invita Naochi à l'accompagner. Ensemble, ils prirent à leurs haches et s'enfoncèrent dans la forêt voisine. Leurs pas crissaient sur le tapis de feuilles mortes, et le bruissement du vent rivalisait avec le craquement des branches fragiles. Au détour d'un sentier, ils découvrirent un chêne gigantesque, son tronc creux parfois utilisé autrefois comme refuge par les paysans. Pierre contempla l'arbre d'un air songeur. Il nous donnera assez de bûches pour tout l'hiver. Naochi posa la main sur l'écorce rugueuse, sentant la force silencieuse de l'arbre. Il me rappelle la colline sacrée de mon peuple. Ils commencèrent à abattre les plus grosses branches, les découpant en sections maniables. Le travail partagé renforçait leur complicité. Pierre, habitué aux efforts solitaires, découvrait la joie d'une tâche accomplie à deux, et Naochi, loin de ses tournois de subsistance, trouvait dans ses gestes une paix nouvelle. Soudain, un cri perça l'air glacial. Un chevreuil effrayé bondit hors des fourrés, son regard fuyant scrutant la canopée. Naochi s'arrêta et posa une main sur l'épaule de Pierre. Les animaux ressentent déjà le froid. Nous devons faire vite. De retour à la ferme, ils empilèrent les bûches le long du mur sud, protégeant ainsi la maisonnette des vents dominants. Tante Louise préparait une soupe épaisse de légumes racines et de lentilles, dont l'odeur suffisait à réchauffer les cœurs. Autour de la grande table, ils se réunirent, le crépitement du feu servant de métronome à leurs propos. « L'hiver sera rude », prévint tante Louise. « Mais nous tiendrons. » Pierre prit la main de Naochi sous la table, un geste silencieux de soutien. Elle lui sourit, confiante, malgré l'inquiétude tapie derrière ses yeux sombres. Après le repas, Pierre et Naochi gravirent la colline pour observer le coucher du soleil. Les feuillages embrasés par les derniers rayons offraient un spectacle d'ocre et de vermeil. Naochi murmura « Chaque saison nous rapproche davantage des cycles de la terre et des esprits. » Pierre la serra dans ses bras. « Et chaque épreuve renforce notre lien. » Dans le silence paisible de l'automne finissant, ils comprirent que l'hiver ne serait pas qu'une saison de froid, mais l'occasion d'affirmer leur union face aux obstacles, main dans la main. Au cœur de l'hiver naissant, la ferme s'était transformée en un îlot de chaleur et de vie. La neige recouvrait les toits de son manteau immaculé, et les cheminées fumaient une invitation discrète à la convivialité.
Un matin, alors que Pierre fendait du bois pour le poêle, tante Louise parut à l'entrée de la maisonnette, une lettre épaisse à la main et le teint troublé. « Naoshi », appela-t-elle doucement, les yeux embués. Naoshi quitta l'âtre où elle séchait un tapis de laine, essuya ses mains sur son tablier et s'approcha. « C'est pour toi. » La veuve Apache reconnut aussitôt le papier de cuir gravé aux armoiries de son clan. Son cœur se serra en un nœud douloureux. Pierre, interrompu dans son élan, posa sa hache et vint se poster à ses côtés, la main tendue. Naoshi déplia lentement la lettre et lut d'une voix tremblante. « Ma chère sœur, les temps sont sombres. Notre tribu est assiégée par des bandits venus du nord, cherchant à piller nos ressources sacrées. Ton aide est précieuse. Viens guider nos anciens rites. Avec tout mon amour, Tala. » Un silence poignant suivit cette lecture. La flamme du poêle dansait comme pour traduire l'agitation de leurs âmes. Pierre entra dans le cercle de lumière, la main de Naoshi serrée contre la lettre. « Nous ne pouvons laisser ton peuple sans soutien, » murmura-t-il, la voix grave. Naoshi baissa les yeux, hésitante. Mais l'hiver, la traversée serait dangereuse. Pierre serra davantage sa main. « Nous affronterons la neige, les sombres forêts et les routes gelées. Je te protégerai. » Tante Louise s'effaça en silence, consciente que ce moment était un tournant. Naoshi posa délicatement la lettre sur la table de chêne, ses doigts effleurant le cuir vieilli. « Je partirai au lever du jour dans 3 jours, » annonça-t-elle, la détermination perçant la tristesse de son regard. Pierre hocha la tête, résolu. « Dans 3 jours, nous partirons ensemble. » Les journées qui suivirent furent une valse d'activités. Préparer des vivres, renforcer les attelages, et dire un dernier adieu aux villageois désormais habitués à la présence éclatante de la veuve Apache. Chaque poignée de main échangée, chaque accolade sincère, rappelait à Naoshi la force de ce foyer qu'il avait accueilli. La veille du départ, ils s'arrêtèrent un instant près du vieux puits où tout avait semblé commencer. La neige crissait sous leurs pas, et le silence de la nuit accentuait la portée de leurs murmures. Naoshi posa une main sur la joue rugueuse de Pierre et chuchota. Merci de partager ce chemin, même dans le froid. Il l'enlaça, le souffle chaud contre son écharpe. Ton destin est le mien. Lorsque l'aurore les surprit 3 jours plus tard, Pierre et Naoshi s'éloignèrent sur la route blanche, 2 silhouettes unies par l'amour et la fidélité, prêts à braver l'inconnu pour honorer les traditions et protéger 2 peuples désormais liés par un même serment. Au lever du jour, Pierre et Naoshi s'engagèrent sur le chemin criblé de neige, traçant leur sillon dans un silence immaculé. Les flocons tombaient en rideaux légers, enveloppant le paysage d'un voile feutré. Les attelages, chargés de provisions et de peaux de mouton, gémissaient sous le poids du bois et du tissu. Pierre tenait fermement les rênes, tandis que Naoshi, blotti sous son manteau tressé, scrutait l'horizon blanchâtre. Leur première halte fut au bord du ruisseau gelé. Pierre fendit la glace avec la hache, permettant à l'eau claire de couler. Naoshi remplit leur cruche et murmura un remerciement aux esprits de l'eau. Ils burent à petits traits, revitalisés par cette fraîcheur vivifiante. Le froid mordant les joues, ils reprirent leur route, guidés par de vieux cairns de pierre que Naoshi avait mémorisés d'après les récits de sa sœur. Peu à peu, la forêt s'épaissit. Les troncs immenses, chargés de neige, formaient un tunnel silencieux où seule la respiration de leurs chevaux et le crissement des sabots perçaient à la quiétude. Naoshi partagea quelques chants ancestraux, sa voix claire résonnant contre les troncs, comme un appel aux esprits bienveillants. Pierre l'écouta, ému, conscient de l'honneur que lui faisait sa compagne. À mi-parcours, un grondement lointain alerta les voyageurs. Un banc de brouillard glacial avançait, effaçant peu à peu la visibilité. Pierre ralentit, les traits contractés par la concentration. Nous devons trouver un abri avant que la tempête n'embrase tout. Naoshi acquiesça et repéra, à travers le voile gris, une caverne située sur un promontoire rocheux. Elle indiqua le passage, et ils dirigèrent leurs chevaux vers cette paroi protectrice. À l'intérieur, le froid était moins oppressant, la roche lisse dégoulinant de gouttes gelées. Ils déposèrent en les sacs et allumèrent une petite lanterne, retrouvant leurs traits sous la lumière chaude. Tandis que Pierre arrangeait du foin à l'entrée pour éviter les courants d'air, Naoshi sortit un ancien talisman en cuir, cadeau de sa sœur. Elle le plaça au sommet d'un rocher, selon la tradition, protection offerte aux voyageurs. La nuit tomba rapidement, et la tempête s'abattit sur la clairière, un hurlement de vent mêlé à des tourbillons de neige.
À l'abri, au cœur de la caverne, Pierre et Naochi partagèrent un repas frugal, du pain sec trempé dans un bouillon chaud, accompagné des baies qu'ils avaient cueillies. La chaleur du festin simple réchauffait leur corps et consolait leurs âmes. Assis face à face, ils échangèrent des confidences. Pierre évoqua son enfance solitaire, et Naochi dessina du doigt les motifs de son bracelet de cuivre, expliquant leur signification. Leurs mains se frôlèrent, et un silence complice s'installa, plus éloquent que n'importe quel discours. Lorsque l'aube parut enfin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle un paysage immaculé et silencieux. Pierre souffla dans ses mains pour les réchauffer, puis aida Naochi à remonter en selle. Avant de partir, elle déposa une offrande de flocons de neige sur le talisman, en signe de gratitude aux esprits de la caverne. Ils s'éloignèrent, leur odyssée dans la blancheur moins périlleuse désormais, portés par la conviction que, quelles que soient les épreuves, leur union tiendrait bon face aux éléments. Après plusieurs jours de voyage, Pierre et Naochi atteignirent enfin les contreforts de la terre sacrée de la tribu Apache. Les collines ondulantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de roches ocres et de buissons épineux. Naochi sentit son cœur battre avec force. Chaque pas la rapprochait de ses racines et de sa sœur Tala. Ils franchirent un petit col où un vent frais portait des champs lointains. Bientôt, des tipis dressés entouraient une vaste clairière. Des visages inconnus émergèrent, des guerriers silencieux et des femmes au regard curieux. Tala, parée de plumes colorées et d'un manteau de peau, s'avança, l'émotion se lisant dans ses yeux. « Naochi !» s'exclama-t-elle en courant vers sa sœur. Les deux femmes s'étreignirent avec vigueur, tandis que Pierre, respectueux, gardait ses distances. Tala présenta son frère de cœur. « Voici Pierre Dubois, celui qui a traversé 1000 épreuves pour rester à mes côtés. » Les anciens se rapprochèrent, examinant l'éleveur solitaire. Un silence solennel régna, puis l'ancien chaman hocha la tête. « Ton dévouement prouve la sincérité de ton cœur. » Une cérémonie s'engagea alors, où chants et danses sacrées mêlèrent tradition apache et gestes français appris. Naochi, radieuse, guida Pierre dans les gestes rituels, unissant leur culture. Le soleil couchant inonda la clairière de couleur dorée, symbolisant la fusion de leur destin. La nuit suivante, autour d'un immense feu de camp, la tribu et les invités français se mêlèrent dans un festin de viande séchée, de maïs grillé et de sauces épicées. Pierre se tenait aux côtés de Naochi, observant les visages éclairés par les flammes. Tala lui présenta chaque membre de la tribu, soulignant leurs liens de parenté et d'amitié. Lorsque le chaman leva la main, un silence respectueux s'installa. Il invita Pierre à formuler un serment devant les ancêtres. « Promets-tu de protéger cette terre et la femme que tu as choisie, au-delà des frontières et des différences ?» Pierre, la voix claire, répondit avec gravité. « Je jure, devant les esprits et devant vous tous, de défendre Naochi et ce peuple comme ma propre famille. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Naochi, ému, prit la main de Pierre et ajouta « Et moi, je m'engage à partager ma vie entre mes racines et la terre française, unissant nos deux mondes. » La cérémonie s'acheva par un puissant chant de guérison, où les voix s'élevèrent en écho sous le ciel étoilé. Pierre et Naochi, désormais liés par un serment sacré, sentirent leur amour renforcé, prêts à affronter ensemble tous les lendemains. Au petit matin, le camp se vida lentement. Les tipis se repliaient et les caravanes se préparaient pour le grand retour. Pierre et Naochi, main dans la main, contemplèrent la vallée où leur histoire avait trouvé un nouvel écho. Tala leur offrit un dernier cadeau, un étendard brodé combinant les motifs solaires et les fleurs de lys. « Que cet emblème symbolise votre union éternelle, » dit-elle. Pierre recourba un sourire fier. « Nous porterons cet étendard dans nos cœurs, partout où nous irons. » Ils entamèrent alors le chemin du retour, traversant collines et plaines sous un ciel dégagé. Chaque pas les ramenait vers la ferme de Pierre, mais portait en lui la promesse d'un avenir partagé. Les vents porteurs charriaient désormais un parfum d'espoir et de renouveau. Lorsque la ferme apparut au détour d'un sentier, Naochi leva l'étendard, et les chevaux hennirent, comme saluant le retour triomphal de ceux qui avaient défié les frontières du monde. Pierre posa son bras autour de ses épaules, et ils avancèrent ensemble, prêts à bâtir sur cette terre un foyer où deux cultures, deux cœurs et deux histoires s'unissaient à jamais. En contemplant leur chemin parcouru, rappelez-vous que l'amour véritable ne connaît ni frontières ni différences. Il unit les âmes
et fait naître l'espoir là où tout semblait séparé. Si cette histoire vous a touché, laissez un curtir, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits célébrant l'union et la résilience.